Bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle session de webinaire organisée par la FCEI, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Tout d'abord, on tient à s'excuser pour les quelques minutes de retard. On a eu donc des petits soucis d'Internet. On détecte quelques soucis de lenteur. On s'excuse par avance du retard qu'on vient d'avoir. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter les derniers développements en lien avec la COVID-19 et votre PME. Je suis Clémence Joly, analyste des politiques à la FCEI et avant de vous présenter le reste de mon équipe, je tiens donc à vous préciser certaines informations. À savoir que sur votre écran s'affiche un panneau dans lequel il y a une rubrique questions. Vous pouvez dès maintenant nous écrire et donc partager votre question à laquelle nous tenterons d'apporter un maximum de précision et de réponses lors de la période d'échange à la fin de cette présentation. Il y a également une rubrique documents à partager, à distribuer. Vous pouvez dès maintenant télécharger donc la présentation que nous allons faire aujourd'hui. Et à savoir que dans les prochaines 24 à 48 heures, vous allez recevoir un courriel dans lequel il y aura un lien pour réécouter cette présentation. Donc, je vais vous présenter le reste de mon équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Je suis accompagnée de Monsieur Jasmin Guénette, qui est le vice-président Affaires nationales, Monsieur François Vincent, qui est le vice-président Québec, et Monsieur François-Xavier Goudreau, qui est un conseiller aux entreprises au sein donc de notre service des ressources aux entreprises. Aujourd'hui, on va aborder différents sujets. Alors, tout d'abord, un aperçu des programmes et des initiatives du gouvernement fédéral. Ensuite, une mise à jour pour la province du Québec et enfin, donc, la période de questions à la fin de cette présentation. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous présenter donc Monsieur François Vincent qui va prendre la suite de cette présentation et on se retrouvera à la fin lors de la période de questions. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci beaucoup Clémence. Vous voyez notre engagement de la FCEI, c'est important ici de vous le rappeler. Vous êtes nombreux à être sur ce webinaire, mais vous êtes nombreux également à venir voir les informations sur notre site Internet, à appeler nos conseillers aux entreprises si vous avez des questions, à répondre à nos sondages qui nous permettent de faire des représentations et des pressions au gouvernement. On vous remercie beaucoup. On est là pour vous. On est là depuis jour 1. On va être là jusqu'à temps que ça soit derrière nous, cette pandémie-là. Puis ensuite, on va pouvoir continuer à pousser sur des dossiers qui vont changer une vie pour vous, entrepreneurs qui dynamisent l'économie du Québec et du Canada. Si vous avez des questions que vous n'aurez pas reçu de réponse, vous pouvez appeler au 1-888-234-2232 ou aller directement sur notre site Internet. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Maintenant, à chaque webinaire aussi, on vous invite fortement à conserver un registre des informations importantes concernant l'entreprise, les décisions, ouvrir ou fermer, les factures qui ont été payées, repoussées à vos fournisseurs. C'est important pour vous pour être capable de prendre un pas de recul dans la crise, mais également s'il y a des vérifications qui sont faites suite à l'obtention d'un programme, vous serez content d'avoir toutes les informations en une seule place. Merci. Merci beaucoup, François. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. Jasmin, je suis heureux de servir en tant que votre vice-président aux affaires nationales. La diapositive que vous avez sous vos yeux se veut un rappel de certains éléments les plus importants concernant la subvention d'urgence du Canada pour le loyer. Comme vous le savez, la subvention est versée directement aux locataires et aux propriétaires qui sont admissibles. Et les dépenses diffèrent, évidemment, si vous êtes un locataire ou si vous êtes un propriétaire. Il y a un petit tableau ici sur la diapositive qui vous donne les grandes lignes, diapo que vous retrouvez sur tableau que vous retrouvez sur notre site Internet. Donc, n'hésitez pas à aller sur la section dédiée à la COVID-19 pour trouver toutes les informations sur les dépenses admissibles. Si vous faites vos demandes, rappelez-vous que le montant payable
la somme est basée sur le montant payable, la somme de la subvention est basée sur le montant payable par mois, non pas sur le montant payé. Et la limite est de 75 000 par emplacement d'affaires et de 300 000 pour l'entreprise pour l'ensemble des emplacements. Donc, évidemment, le 300 000, ce montant-là s'applique pour la subvention de base, mais il n'y a aucun maximum pour la subvention compensatoire et donc le montant pourrait être plus élevé que 300 000 si l'entreprise se qualifie pour avoir droit à la subvention compensatoire. Cette subvention-là compensatoire, justement, est une subvention complémentaire de 25% pour les entreprises qui ferment sous des directives de santé publique, qui peut porter la subvention globale à un maximum de 90%. Je vous rappelle que pour être admissible, vous devez avoir une entente de loyer ou de prêt hypothécaire conclue avant le 9 octobre, que les demandes doivent être présentées dans les 180 jours suivant la fin d'une période d'application. Vous devez être titulaire d'un compte de paye en date du 15 mars et avoir un numéro d'entreprise en date du 27 septembre 2020. Donc, comme je l'expliquais, il y a des périodes prédéterminées pour faire vos demandes. Vous avez un lien ici sur la diapositive qui donne une vue d'ensemble de ces périodes-là. Et les demandes doivent être faites à travers le dossier mon dossier d'entreprise ou représenter un client. Donc, et je tiens à vous rappeler également que toute baisse de revenus rend une entreprise admissible à la subvention et donc je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à visiter le site web du programme de la subvention d'urgence du Canada pour le loyer ainsi que le site web de la FCI pour avoir tous les détails. Maintenant, je veux revenir sur un autre programme que vous connaissez sans doute, celui de la subvention salariale d'urgence du Canada. Donc, je vous rappelle que la subvention salariale, là, c'est pour offrir une aide financière aux entreprises qui ont eu des baisses de revenus en raison de la COVID-19 afin de pouvoir garder leurs employés au sein de l'entreprise. Le taux maximal de la subvention présentement est à 75 et de 75% pour la période qui a commencé le 20 décembre. Et le taux actuel de la subvention va être le même jusqu'à la mi-mars. Et je vous rappelle, et c'est bon au fond que vous gardiez ça en tête dans un contexte où on planifie les mois à venir, que la subvention salariale va être maintenue jusqu'en juin 2021 s'il n'y a pas d'autres changements qui sont apportés au programme, notamment lors d'un potentiel budget fédéral qui serait déposé au printemps. Comme la subvention d'urgence pour le loyer, toute baisse de revenus vous rend admissible à un montant pour la subvention salariale d'urgence du Canada. Donc, les demandes se font également par période et vous devez refaire une demande pour chacune des périodes pour laquelle votre entreprise est admissible. Je vous souligne aussi que que certains renseignements sont importants à inclure dans votre demande, notamment le montant de la baisse de revenus par comparaison avec le mois de l'année précédent ou la moyenne des revenus de janvier et février 2020. À ce sujet, François Xavier va vous présenter un peu plus en détail dans la prochaine diapositive
certains des faits saillants concernant le calcul des bases de revenus par différentes périodes. Alors, je te laisse la parole, François Xavier. Merci, Jasmin. En effet, on voulait faire un petit rappel quant aux méthodes de comparaison des revenus, autant pour la subvention salariale que pour la subvention loyer. Comme vous pouvez constater, en effet, ces deux subventions-là ont la même approche quant à la comparaison des revenus et à la démonstration d'une baisse de revenus pour se qualifier. Donc, les deux méthodes de comparaison des revenus disponibles n'ont pas été modifiées. Ça reste les mêmes. Une chose qu'il faut se rappeler, par contre, c'est qu'une fois que vous avez choisi une méthode de comparaison, une des deux méthodes, vous devez conserver cette même méthode pour toutes vos périodes de demande. Pour la subvention salariale, il y avait une seule période où on pouvait changer la méthode et c'était à la période 5, période qui est associée au mois de juillet. Donc, si vous n'avez pas fait de demande depuis le mois de juillet, à ce moment-là, vous allez avoir le choix de prendre une autre option, mais il faut se rappeler qu'une fois qu'on a choisi notre méthode, il faut la maintenir pour le reste des demandes. Donc, je vais vous présenter sommairement ces deux méthodes-là. La première méthode, qui est probablement la plus utilisée, c'est en fait de comparer les revenus du mois associé à la période de demande au même mois de l'année précédente. Donc, c'est vraiment de comparer, par exemple, votre mois de décembre 2020 avec votre mois de décembre 2019 pour déterminer votre baisse de revenus. Ça, c'est la première approche. La deuxième méthode, c'est de comparer vos revenus du mois associé à votre période de demande. Donc, prenons décembre encore pour une fois comme exemple. Mais cette fois-ci, vous le compareriez avec la moyenne des revenus de janvier et février 2020. Donc, c'est une autre approche qui permet aux entreprises, par exemple, saisonnières ou qui n'avaient pas de revenus en 2019, ben, ça permet d'utiliser les revenus de janvier et février 2020 pour déterminer une moyenne mensuelle et par la suite, cette moyenne-là, ben, c'est elle qu'on va utiliser à chaque fois pour comparer avec le mois associé à la période de demande. Une autre chose aussi qui est bien importante, il ne faut pas oublier que vous avez l'option d'utiliser vos revenus du mois précédent pour déterminer votre taux de subvention et votre admissibilité à la subvention. Ce que ça signifie, c'est tout simplement que, par exemple, disons pour la période 11 ici qu'on a en exemple, vous devez utiliser vos revenus de décembre. Si vos revenus, vous n'avez pas eu de baisse de revenus en décembre, vous avez l'option d'utiliser vos revenus du mois de novembre pour la période 11 quand même. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Des fois, on pense qu'on ne se qualifie pas pour une période, mais en réalité, on pourrait se qualifier parce que le mois précédent, on avait connu une baisse de revenus. Donc, c'est bien important de s'en souvenir. Et vous avez ici un petit tableau là, qui vous permet un peu de voir quelles sont vos options pour déterminer vos revenus mensuels actuels et bien sûr avec quel mois vous devez les comparer, avec quelle méthode comparative vous pouvez le faire. Donc, comme on voit ici pour la période 11 là, qui va du 20 décembre au 16 janvier, la période de référence ou le mois qu'on doit utiliser, les revenus du mois qu'on doit utiliser sont soit ceux du mois de décembre 2020 ou ceux du mois de novembre. Vous avez les deux options. Le calculateur vous offre les deux options aussi. Donc, c'est un peu ça. Vous avez un petit rappel ici. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les adresser dans le chat. Mais comme je vous dis, là, le calculateur prévoit ces mois-là. Donc, vous allez sélectionner la période de demande que vous souhaitez faire et dans le site en ligne, il y a un calculateur qui se trouve là. C'est fortement recommandé d'utiliser le calculateur et le calculateur va vous demander les revenus de chacun des mois qui sont visés par la période de demande. Donc, habituellement, ça vous aide à ne pas trop être confus. Mais c'était un rappel. Si jamais il y a des questions, comme j'ai dit, n'hésitez pas. On va essayer de les adresser à la fin. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Jasmin. Merci beaucoup à François Xavier. Et puis, je veux également faire du pouce un peu sur ce que François Xavier vient de dire, c'est-à-dire qu'on change d'année. Il y a peut-être des questions que vous avez sur les différents programmes, la poursuite de ceux-ci. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On va pouvoir vous aider. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à visiter notre site Internet également. Celui-ci contient beaucoup d'informations qui vont être utiles pour vous dans votre compréhension et votre planification. Maintenant, un petit rappel concernant le compte d'urgence pour
les entreprises canadiennes. Comme vous le savez, là, depuis le mois de décembre, les prêts aux entreprises qui sont admissibles sont passés de 40 000 à 60 000. Donc, si vous avez déjà reçu un prêt de 40 000, vous pouvez faire votre demande dans le cadre de la majoration du programme. Et que ce soit une toute nouvelle demande pour le prêt qui est maintenant de 60 000 ou que ce soit simplement pour la majoration de 20 000, vous avez jusqu'au 31 mars pour vous prévaloir du programme. Et les demandes se font à travers votre institution financière, que ce soit une banque ou une coop de crédit. Je vous rappelle qu'il y a 2 volets au programme. Il y a le volet des salaires, donc pour avoir une masse salariale entre 20 000 et 1,5 million en 2019, et le volet des dépenses non reportables. Donc, vous devez avoir des dépenses qui sont non reportables d'au moins 40 000 dollars. Et donc, encore une fois, beaucoup plus d'informations sur le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes se trouvent sur notre site web. Donc, n'hésitez pas à le consulter pour avoir réponse à vos questions. Donc, j'ai terminé un peu le rappel des 3 programmes qui sont les plus importants, le programme de subvention au loyer, le programme de subvention salariale et le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Ce sont des programmes qui sont importants dans le contexte de la pandémie et puis qui vont jouer un rôle important également pour assurer une reprise économique lorsque la pandémie sera derrière nous. Il y a d'autres initiatives que le gouvernement fédéral a annoncées récemment. Le programme d'emploi d'été du Canada, les demandes sont présentement acceptées jusqu'au 29 janvier. Donc, le programme couvre le salaire des étudiants entre le 26 avril 2021 et le 22 février 2022. Donc, c'est un changement qui a été apporté cette année au programme. Donc, vous allez pouvoir embaucher des étudiants dans le cadre du programme pour cet été et les garder avec vous là, en temps partiel, par exemple, pour l'automne et jusqu'en février 2022 et même que vous pourriez embaucher ces étudiants-là aussi tard qu'en janvier 2022. Et la subvention que vous allez recevoir couvre jusqu'à 75% du salaire minimum selon la province. Donc, c'était bonifié cette année. Avant, le programme couvrait la moitié, donc couvrait 50% du salaire et le travail à temps partiel est admissible. J'ai inséré dans la diapositive suivante quelques liens. Donc, si vous allez réécouter le webinaire une fois celui-ci est mis en ligne dans quelques jours, vous allez pouvoir retrouver les liens du programme d'emploi d'été du Canada et également sur notre site Internet, encore une fois, on a de l'information à ce sujet-là. Je veux également mentionner une dernière chose avant de passer la parole à François. Il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé de la maison en 2020 et pour faire face à cette réalité-là, il y a maintenant une nouvelle méthode pour calculer et déduire les dépenses de travail à domicile. Donc, si des employés ont travaillé de la maison plus de 50% du temps pendant au moins 4 semaines consécutives, ceux-ci peuvent déduire 2 $ pour chaque journée qu'ils ont travaillé de la maison et ça jusqu'à un maximum de 400 $. Donc, l'employé qui décide d'utiliser cette méthode-là n'aura pas à calculer plein de choses qu'il devait faire avant, là, son espace de travail, puis garder des factures, des choses comme ça. Il pourra tout simplement remplir un formulaire simplifié là,
mieux connu sous le nom du formulaire T2200. Donc, l'ARC a créé un nouveau formulaire, donc c'est le T2200 simplifié. Si on pouvait avancer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît, merci beaucoup. Donc, l'ARC a créé un nouveau formulaire, le T2200 simplifié, que les employeurs doivent signer, ainsi qu'un formulaire que les employés doivent signer. Mais comparativement à ce qu'il y avait avant, ce sont des formulaires qui sont beaucoup plus courts. Ça tient sur 2 pages. Et puis, ça se fait assez rapidement, justement pour tenir compte de la situation qu'on a connue en 2020 où beaucoup de gens ont évidemment travaillé à distance. Il y a un calculateur qui a été créé par l'Agence du revenu du Canada pour aider les employés à calculer les dépenses de travail à domicile qu'ils ont droit pour les déductions. L'agence va accepter les signatures électroniques pour tenir compte là, de toutes les directives de distanciation physique. Et la liste cette année des dépenses qui ont été admissibles a été allongée là, pour inclure, par exemple, des frais d'Internet à la maison, une partie des frais de condo, etc. Et donc, c'est important de garder en tête que le travail à domicile a été quelque chose de courant en 2020 et qu'il y a une nouvelle méthode pour calculer et déduire les dépenses de travail à domicile pour cette année seulement, puis que les employés vont pouvoir déduire avec cette méthode-là un montant fixe, un maximum de 400 $. Et je terminerai là en rappelant encore une fois qu'il y a beaucoup de ces informations-là qui se trouvent sur le site de la FCI comme sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Alors, à toi, mon cher François. Merci. Donc, quoi de neuf au Québec? Ici, on voit la carte du Québec. On voit qu'elle est rouge. Bon, si c'était un rouge FCI, j'aimerais ça, mais c'est un rouge qui veut dire des restrictions économiques. Donc, vous savez à peu près tout où est-ce qu'on en est rendu. On va y aller dans les détails sur les différentes annonces qui ont été faites à partir d'abord du 15 décembre. Il y a eu des annonces quant aux fermetures des commerces qui étaient jugés non essentiels et donc des petites entreprises devaient fermer aussi. Maintenant, il y a eu de la représentation de la part de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante pour faire en sorte qu'on ne ferme pas les lieux qui ne généraient pas des cas. On l'a fait, on a envoyé une lettre au ministre de la Santé. On a fait des médias aussi sur l'impact que pouvait avoir un deuxième confinement. Maintenant, une fois que la décision a été prise, on a travaillé aussi pour pas que les grandes surfaces puissent faire comme mon premier confinement, puis vendre tous les produits que les petits détaillants de proximité pouvaient pas. Donc ça, le gouvernement nous a entendus et pris une décision pour faire en sorte que les grandes chaînes ne puissent pas vendre des produits que les petits détaillants ne pouvaient pas le faire dans leur commerce. Maintenant, on a travaillé fort aussi parce qu'il n'y avait pas la possibilité de faire du ramassage en bordure de rue, puis on a fait des représentations là-dessus. Maintenant, vous avez ici la liste des entreprises qui sont exclues, des entreprises qui doivent fermer. Dans le document, vous avez des hyperliens, vous pouvez cliquer, vous allez directement dans le document du gouvernement. Si vous avez des questions, si vous jugez que votre commerce devrait être jugé comme étant un commerce qui est ouvert, vous voyez ici à la fin remplir un formulaire. Vous pouvez écrire au gouvernement du Québec et il va avoir une analyse puis ils vont vous répondre. Donc, en cliquant sur le lien ici, vous pouvez trouver l'information. Maintenant, comme on avait dit lors de l'annonce en décembre, on sait la date que le confinement commence, on ne sait pas la date que ça termine. Puis on avait raison. Il y a eu une annonce en janvier qui repoussait la date de réouverture des commerces au 8 février maintenant et qui a mis en place un couvre-feu de 20h à 5h le matin. Maintenant, on a gagné le fait de pouvoir avoir le ramassage en bordure de rue parce que les petits commerces de proximité pouvaient faire de la livraison, mais ne pouvaient pas
recevoir leurs clients à l'extérieur pour leur remettre leur vente. Donc, théoriquement, vous auriez pu livrer dans le stationnement de votre voisin, mais pas remettre une boîte à un client qui est extrêmement sécuritaire. Donc, ça, on l'a gagné. Donc, maintenant, le ramassage en bordure de rue est autorisé. Il y a aussi encore la possibilité d'aller chercher l'ARM pour plusieurs entreprises. Vous voyez, aide urgence aux PME. Il y a un lien vers le descriptif du programme. On vous invite à vous informer ou, si vous voulez aussi, les ressources aux entreprises peuvent vous accompagner au 1-888-234-2232. Maintenant, sur le couvre-feu en tant que tel, je laisserai la parole à François-Xavier. Oui, merci. Alors, comme vous êtes probablement tous au courant, il y a un couvre-feu qui est en vigueur de 20 h à 5 h le matin. Il y a quelques exemptions et exceptions qui sont prévues. C'était plus expliqué à la diapositive précédente, mais si je peux faire un petit survol, là, ben, c'est que vraiment les pharmacies et les stations-service, donc vraiment qui servent de l'essence, peuvent demeurer ouvertes selon leurs heures habituelles. Donc, pendant le couvre-feu, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de la restauration, la commande pour emporter est seulement possible jusqu'à 19h30. Par la suite, à partir de 19h30, la livraison est encore acceptée, bien sûr. Donc, on peut maintenir les horaires de travail. Et si vos employés doivent travailler ou se déplacer pendant le couvre-feu ou près du couvre-feu, ben, les employeurs sont invités à télécharger le document qu'on voit à l'écran, à le remplir et à signer, en fait, ce document-là qui est une attestation de l'employeur pour les déplacements durant le couvre-feu décrété par le gouvernement du Québec. Donc, c'est quelque chose qui va être nécessaire si vos employés ou vous-même devez vous déplacer en raison de travail prioritaire en dehors des périodes là, de 20 h et 5 h. Donc, c'est ça et je te retourne la parole, François. Merci. Et vous en avez mis aussi les hyperliens concernant les documents à télécharger. Maintenant, on continue à travailler pour vous. On travaille activement pour les PME, tant au fédéral qu'au provincial. Puis ici, j'aimerais vous citer mon collègue Simon Gaudreault dans un article de Radio-Canada d'hier qui parlait de cette crise-là, puis qui disait, puis il vise assez juste, vous savez, vous êtes dans un marathon, là, vous êtes à 5 km de l'arrivée, puis on vous propose des gels et un peu d'eau. Ça va vous aider un peu à vous rendre jusqu'à la ligne d'arrivée, mais ça demeure très, très difficile lorsque vous êtes vidé. Mais c'est ça qu'on se retrouve ici avec les PME, puis on a dévoilé aujourd'hui des résultats pour les PME du Québec. C'est 34 d'entre elles qui disent qu'elles vont manquer de liquidité d'ici 6 mois, donc d'ici l'été. Donc, on travaille activement pour vous aider, pour augmenter, pour faire en sorte que Québec donne des programmes de subvention, pour étaler la période des programmes de remboursement pour les prêts, d'alléger la paperasserie pour les programmes, d'élargir l'ARM également, toutes les entreprises qui peuvent souffrir et qui peuvent avoir eu une baisse de vente par rapport à la COVID-19. On est actif, on parle souvent aux différents ministères. Vendredi dernier, je parlais au ministre Fitzgibbon. J'ai envoyé les documents que je vous ai parlé sur les récents sondages. Donc, vous êtes connecté directement avec les décideurs en participant à nos sondages, en nous aidant à vous représenter. Maintenant, on continue d'augmenter la pression. Aujourd'hui, on a rendu disponible une pétition en ligne. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous allez vous y rendre. On vous invite fortement à la signer, à la partager à tous vos contacts entrepreneurs. On va rencontrer le ministre des Finances le 5 février prochain. On aimerait ça avoir le plus de signatures possible sur les demandes qu'on fait et qui sont appuyées fortement par sondage, mais avec un nombre d'entrepreneurs qui vont signer justement pour faire en sorte que le gouvernement améliore son aide aux entreprises et les aide jusqu'à temps que l'économie réouvre et en même temps pour assurer qu'on n'impose pas un taux d'impôt plus élevé pour les petites entreprises des secteurs de la construction et des services, comme c'est le cas actuellement au Québec. Donc, je vous invite fortement à cliquer sur le lien et à le partager massivement à tous les entrepreneurs que vous connaissez. Cette pétition-là va aider à mettre de la pression. On est une association qui est vocale, qui est présente et on est une des rares associations au Québec qui font des pétitions. Donc, on vous invite vraiment à venir nous aider, à vous aider. Quoi de neuf aussi au Québec, il y a eu en décembre l'annonce du plan d'action sur l'allègement réglementaire
On a travaillé fort avec le gouvernement de Québec là-dessus aussi. Puis quelque chose, élément intéressant dans la perception des PME au Québec, des aides que le gouvernement peut faire pour les entreprises arrive en premier rang d'alléger la réglementation. Je vous cite 2 éléments majeurs là-dedans. Vous avez en lien, encore une fois, le plan en tant que tel et dans la citation, le communiqué de presse. Le gouvernement a 3 objectifs généraux. Réduire de 10 le nombre de formalités administratives, réduire de 15 le volume de formalités administratives et réduire le coût des formalités administratives. Élément nouveau, la réduction du nombre des formalités administratives. Dans les plans précédents, il y avait toujours eu des objectifs de réduction du volume et de réduction du coût, mais pas de réduction du nombre. Donc, quand on regarde les données, oui, il y a moins de volume, oui, il y a moins de coûts, mais il y a encore plus de formulaires qu'il y en avait avant. Donc, ici, il y a un game changer, si vous me permettez l'expression, puis le gouvernement va devoir réellement réduire le nombre de formalités administratives. Ça, c'est un gain signé FCEI. Il y a 44 mesures concrètes qui touchent des secteurs d'activité économique, notamment la construction, la transformation alimentaire, l'hôtellerie, l'hébergement, la restauration. Puis, il y a une place où vous, entrepreneurs, vous pourrez, au jour le jour, faire part de vos recommandations, de vos constatations au gouvernement du Québec. Avant, le gouvernement attendait tout le temps des cycles de consultations qui étaient liées au plan d'action. Donc, si le plan d'action était sur 3 ans, les consultations arrivaient à la 3e année. 5 ans arrivaient à la 5e année. Là, maintenant, le gouvernement du Québec va être ouvert, se montre ouvert à l'amélioration continue. Donc, ici, on a travaillé fort, puis on va continuer à travailler fort pour diminuer votre paperasse parce que ça vous aide vraiment à avoir du temps pour vous occuper de votre entreprise, de traverser cette crise-là et également de faire prospérer votre entreprise ce qui a un impact direct sur l'économie de nos régions, du Québec et du Canada. Merci François. Alors, avant qu'on aille directement dans la période de questions, je souhaitais adresser quelques questions fréquentes qui nous reviennent assez souvent là, aux ressources aux entreprises. Donc, sans plus tarder, allons-y avec les questions. Pouvons-nous faire des demandes rétroactives pour la subvention salariale? Donc, la réponse est oui. Il est possible de faire des demandes rétroactives qui peuvent aller jusqu'à la période 1 actuellement. Donc, la période 1, ça remonte au 15 mars. Par contre, il faut se rappeler que la date limite est jusqu'au 31 janvier 2021 pour faire des demandes rétroactives jusqu'au tout début du programme. Donc, il vous reste 2 semaines environ, un peu moins. Donc, si jamais vous n'avez pas fait vos demandes pour les premiers mois et que vous pensez être admissible et que vous voulez faire les demandes, je vous recommande fortement d'aller les faire avant le 31 parce que ça ne sera plus possible par la suite. En fait, par la suite, à partir du 1er février, il va seulement être possible de retourner 6 mois en arrière. Donc, la rétroaction de 6 mois va être possible, mais pas la rétroaction totale. Maintenant, il y a une nouvelle exigence pour les T4. Est-ce qu'elle s'applique à vous? La réponse est que oui, tous les employeurs doivent respecter la nouvelle exigence concernant le T4 et l'année d'imposition 2020. C'est simplement des nouveaux codes qui ont été ajoutés pour déclarer si un revenu d'emploi a été gagné pendant les périodes associées à chacun des 4 codes que vous voyez à l'écran. Cette nouvelle exigence-là a été mise en place en fait pour essayer de contrer la fraude au niveau de la PCU qui pourrait y avoir eu dans ces périodes-là. Donc, c'est obligatoire de le remplir. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à ce sujet-là, bien sûr. Autre question fréquente, comment savoir si nos activités sont considérées comme prioritaires? François y a déjà répondu assez clairement, mais je souhaitais quand même le réitérer, être certain que tout le monde est sur la même longueur d'onde. En fait, c'est que vous devez consulter la liste des commerces prioritaires qu'on vous a déjà partagé un peu plus tôt. Et en cas de doute, de remplir le formulaire qui s'y trouve, le formulaire de demande de renseignement dont François vous a parlé. C'est la meilleure façon d'obtenir une décision officielle sur vos activités présentées dans votre demande. Donc, c'est bien important, mais n'hésitez pas non plus à nous contacter si vous avez des questions d'interprétation. On en a eu quand même beaucoup à date, donc on est un peu plus outillé, mais en dernier recours, c'est bien sûr le formulaire sur lequel il faut se fier. Alors, d'autres questions maintenant. Ma demande de bonification de 20 000 pour le compte d'urgence a été refusée.
Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle a été refusée? Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce refus selon EDC. Les raisons principales sont les suivantes. Donc, un changement d'institution financière, donc un changement de banque entre vos deux demandes, des disparités des informations entre la première demande et la demande de bonification, et aussi des changements juridiques dans la forme de l'entreprise qui pourraient avoir mené à, par exemple, un nouveau numéro d'entreprise, sont habituellement des raisons qui expliquent le refus du prêt. Il faut comprendre que d'autres renseignements seront disponibles vers la fin du mois de janvier et votre institution financière aura plus de moyens de vous aider à obtenir la bonification. Ça, c'est EDC qui nous a partagé ces informations-là. Question finale, je veux demander la subvention au loyer. Je possède 2 entreprises. Une est locataire du local alors que l'autre est propriétaire du bâtiment. Suis-je éligible à la subvention en tant que locataire? Parce que je ne sais pas si vous aviez remarqué, la subvention au loyer, actuellement, on peut la demander en tant que locataire et en tant que propriétaire. Donc, c'est pour ça qu'elle prend cette forme-là, cette question-là. Et maintenant, la réponse, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des règles spécifiques pour les entités avec lien de dépendance qui ont été mises en place pour la subvention au loyer. Ces règles-là sont en général et elles empêchent les dépenses qui ont été versées entre des entités avec lien de dépendance. Donc, par exemple, 2 entreprises qui sont possédées par la même personne ou les mêmes personnes. Bien, ces dépenses-là qui ont été versées entre 2 entreprises liées ne sont pas admissibles à la subvention au loyer en général. Par contre, je vous recommande de consulter votre comptable pour déterminer si votre forme juridique et fiscale vous permet d'y accéder là, selon certaines options qui sont prévues dans l'attestation pour propriétaire exploitant demandant la subvention au loyer. Vous avez le lien vers ce formulaire-là d'attestation pour propriétaire exploitant. Il y a différentes options de choix fiscales qui s'y retrouvent et certaines options pourraient vous permettre de vous qualifier à la subvention au loyer, mais là, c'est vraiment, je ne veux pas vous garantir que vous allez y accéder. En général, vous ne pourrez pas, mais il est possible. Donc, n'hésitez pas à consulter votre comptable à ce sujet-là. Et maintenant, on peut y aller avec la période des questions. Là, il nous reste une vingtaine de minutes, donc on a le temps de répondre à vos questions. Oui, merci. Écoutez, on a reçu pas mal de questions très diversifiées. Donc, on va commencer tout d'abord sur un thème qui est revenu souvent, c'est sur la subvention au loyer. Donc, on a reçu une question de Jean-François qui souhaite qu'on lui explique qu'est-ce qui est inclus dans le bail net. Est-ce que Jasmin, tu es disponible donc pour y répondre? Merci Clémence pour la question. Avant de parler du bail net comme tel, j'aimerais juste revenir sur la question des dépenses qui sont admissibles entre entités avec lien de dépendance. Sachez que à l'FCI, on a déjà fait parvenir au gouvernement, à la ministre Freeland, des lettres à ce sujet-là pour changer la façon que le programme est bâti présentement et s'assurer que ça soit plus facile pour les entités avec un lien de dépendance d'avoir accès à la subvention. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est qu'on est bien au fait que les entités avec lien de dépendance vont rencontrer un certain nombre de difficultés pour la subvention au loyer et qu'on travaille d'arrache-pied pour améliorer le programme. Maintenant, pour la question de Jean-François sur le bail net, malheureusement, il n'y a pas une définition claire, même sur le site de l'Agence du revenu du Canada, pour bien expliquer ce qui
ce qu'est un bail net. Et donc, c'est difficile pour moi de vous donner une définition. Je dirais d'inclure dans vos demandes là, ce que vous êtes particulièrement certain, là, vous avez confiance que ce sera accepté. Et puis, par la suite, il y aura des possibilités certainement de pouvoir amender ces demandes-là, mais par exemple, des frais, les frais de storage ou des choses comme ça, là, ça peut être inclus, mais donc une courte réponse, c'est que il n'y a pas de définition claire qui existe à ce moment-ci, malheureusement, pour laquelle je peux vous transmettre de l'information. Ce sera à déterminer selon certaines des demandes spécifiques. Je ne sais pas, François-Xavier, si tu as des choses à rajouter à ce sujet-là. J'ai pas grand-chose à rajouter. Comme tu dis, il n'y a pas eu de définition claire qui ont été partagées par l'ARC au niveau avec cette subvention-là. En général, c'est vraiment le bail net, c'est votre bail de location qui prévoit des fois certaines dépenses externes au loyer, donc des frais de déneigement, par exemple, qui pourraient être prévus dans le bail, mais ces frais-là vont être acceptés s'ils sont dans un bail net. Maintenant, est-ce que le bail net pourrait être d'autres contrats? C'est là qu'il manque un peu d'interprétation, mais notre compréhension générale, c'est vraiment dans le bail de location. Est-ce qu'il y a des dépenses qui ne sont pas nécessairement du loyer? Si elles sont prévues dans le bail, elles vont être acceptées aussi. Mais comme on dit, on travaille à obtenir plus de clarification au niveau de l'ARC. Merci pour ces précisions. Effectivement, donc Sylvie nous demandait si l'ajustement de taxes qui était facturé une fois par an par le propriétaire était effectivement admissible à titre de taxe municipale. Merci aussi Jasmin d'avoir apporté une précision sur le lien de dépendance parce que c'est donc quelque chose qui était une question qui a été posée dans la rubrique des questions. Donc merci d'avoir apporté cette précision. Ensuite, toujours sur le même thème, donc à savoir la subvention au loyer, Adam voulait savoir si les propriétaires d'entreprises qui sont aussi propriétaires d'immeubles sont admissibles à la subvention au loyer. Et Mireille se demande si pour pouvoir bénéficier de la subvention au loyer, il faut forcément avoir des salariés. OK. Premièrement, pour répondre à Mireille, non, vous n'êtes pas obligé d'avoir des salariés pour accéder à la subvention au loyer. Ce n'est pas une exigence du tout. Maintenant, pour monsieur, par rapport aux entités liées, donc comme on a mentionné un peu plus tôt, en général, les entreprises qui sont propriétaires, les propriétaires d'entreprises qui ont deux entreprises, donc une société opérante et une société qui possède le bâtiment, les dépenses qui sont en fait le loyer qui est payé entre la société opérante et la société propriétaire sont des dépenses qui ne sont généralement pas admissibles à la subvention au loyer. Donc, non. De façon générale, vous n'êtes pas admissible. Comme j'ai dit un peu plus tôt, il faudrait voir avec votre comptable si au niveau de l'attestation de demandeur opérant, d'entreprise opérante, pardon, si un des choix qui s'applique à vous est celui que vous appliquez, puis qui pourrait vous permettre de vous qualifier. Là, on tombe dans la fiscalité assez complexe, c'est pour ça que je ne veux pas aller trop loin à ce niveau-là. Contactez votre comptable, regardez l'attestation qui se retrouve à la question dans la diapositive qui était juste avant. Il y a possibilité, mais les chances, en général, ce ne sera pas accepté. Et comme Jasmin a dit, on travaille là-dessus au niveau législatif pour que le programme soit remodelé pour que vous puissiez y avoir accès. Super, merci beaucoup FX. Une autre question, pareil, sur le loyer de Myriam qui se demande qu'en est-il concernant le mois de janvier, d'autant plus qu'on est obligé de fermer. Qu'est-ce que ça va donner pour la subvention au loyer pour le mois de janvier? Bien, la subvention est encore disponible et pour le mois de janvier, la subvention maximum, comme Jasmin a mentionné, va être de 90 %. C'est ça. En fait, la subvention n'est pas
de 90 pour toutes les entreprises. Elle peut aller jusqu'à 90 pour les entreprises, au fond, qui sont fermées là, en raison des directives de santé publique. Il faut s'assurer là, de correspondre à ces critères d'éligibilité-là. Mais donc, comme François Xavier le disait effectivement, le programme de la subvention loyer, comme le programme d'ailleurs de la subvention salariale, se poursuivent pour les prochains 6 mois et donc que les gouvernements décrètent des mesures spécifiques de santé publique ou non, la subvention au loyer demeure disponible. Oui, en effet. Et je veux juste ajouter une petite chose là. En fait, ça revient plutôt à la question précédente par rapport aux sociétés opérantes et qui ont une société qui possède le bâtiment, donc qui ne se qualifie pas à la subvention fédérale du loyer. Il ne faut pas oublier, par contre, qu'il y a le programme provincial là, ARAM, dont François a parlé un peu plus tôt, qui est sous forme de prêt par don. Mais ce programme-là permet d'obtenir quand même 15 000 par mois maximum pour les entreprises qui ont des frais fixes à payer et qui sont en zone rouge et qui sont visés par un décret de fermeture. Donc, si jamais vous ne vous qualifiez pas à la subvention fédérale, mais que vous êtes visé par un décret de fermeture au Québec, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil au programme ARAM. Merci pour ces précisions, FX. On va changer de thème pour essayer d'en couvrir un maximum. Et s'il nous reste encore du temps à la fin de cette présentation, on reviendra sur les autres questions que j'ai reçues. Et donc là, on va s'intéresser au CUEC. François qui se demande que à la base, donc le compte d'urgence n'était pas admissible pour les compagnies en phase de démarrage. Est-ce qu'il y a eu des changements à cet effet? Il y a le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes Oui. n'est pas disponible pour les nouvelles entreprises. Donc, on fait beaucoup de représentations à ce sujet-là auprès du gouvernement pour changer les règles parce que bon, faut répondre à un certain nombre de critères. La plupart de ces critères-là demandent que les entreprises aient été actives là, donc au plus tard au mois de mars. Donc, nous, on a envoyé une lettre à la ministre Freeland, copiant aussi ses collègues là, comme Mélanie Joly, par exemple, et autres qui sont impliqués dans ces dossiers-là pour demander que les nouvelles entreprises puissent avoir accès aux principaux programmes d'aide offerts par le gouvernement fédéral. Il y a un certain nombre de provinces qui ont des programmes pour les nouvelles entreprises, mais il n'y a rien au fédéral et c'est une des priorités du point de vue législatif ces temps-ci, c'est vraiment de trouver une façon pour que les nouvelles entreprises puissent avoir accès au compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, mais également idéalement aux autres programmes également, là, comme la subvention au loyer, la subvention salariale. Merci Jasmin. Ensuite, concernant donc, j'ai reçu des questions sur la subvention salariale d'urgence. Guy qui souhaiterait connaître la date limite pour produire une demande de la subvention salariale de 10% et la production du formulaire, le PD27. Est-ce qu'on a des informations la à lui date communiquer? limite pour le PD27, je ne m'en souviens pas par cœur. Je sais qu'il faut le faire plus tôt que trop tard, c'est certain. Il est recommandé aussi de le produire avant de produire vos T4, malgré que ce ne soit pas obligatoire, là. Mais la date exacte, je ne pourrais pas vous dire malheureusement. Je ne sais pas si j'ai de mémoire. Non.
Bon. Une autre question de Sylvie concernant donc le même programme, à savoir la subvention salariale, qui souhaite savoir, a-t-on un maximum par employé ou par entreprise, concernant donc une demande de subvention salariale? Qu'est-ce qu'on peut est-ce que c'est donc, est-ce qu'on peut réclamer un maximum par employé ou par entreprise? OK. Comment ça fonctionne pour la subvention salariale d'urgence du Canada? C'est que le maximum est applicable par employé, donc, et de façon hebdomadaire. Donc, il y a une rémunération maximum qui est subventionnable par semaine et cette rémunération brute-là est de 1 129 par semaine maximum. Et par la suite, ben, le taux de subvention auquel vous avez droit va déterminer combien vous recevez en termes de subvention. Mais la rémunération hebdomadaire maximum par employé qu'on peut réclamer est de 1 129 Merci FX. Une autre question donc, de Mylène qui donc, nous dit que son entreprise est en opération depuis mars 2020. Il lui est difficile donc de fournir des documents qui démontrent une perte de revenus, si on doit la comparer à 2019. Est-ce qu'elle demande, pouvons-nous utiliser les revenus d'il y a 6 mois en comparatif de janvier 2021? Non, malheureusement, il n'y a pas d'exceptions qui sont prévues pour les nouvelles entreprises. Il y a les deux méthodes de comparaison que je vous ai présentées et ce sont les deux seules méthodes de comparaison des revenus. Merci FX. Et Nathalie souhaite savoir si la feuille de calcul pour la période 11 est maintenant disponible sur le site de l'ARC. Oui, en fait, l'ARC ont débloqué les périodes 11 à 13 tout récemment. Donc, même le calculateur pour les périodes allant jusqu'au 13 mars sont disponibles. Super, merci. Excuse-moi, Oui, Clémence, je juste t'en une petite prie. seconde. Oui. Je veux juste revenir à la question précédente sur le formulaire PD27, là, pendant Oui. que on répondait aux autres questions. Je suis allé fouiller sur le site de l'Agence du revenu et ça c'est indiqué simplement qu'il n'y a pas vraiment de, de date limite. Là. On dit seulement que vous devriez fournir tous les renseignements demandés dans le formulaire PD27 et l'envoyer à l'agence dès que possible pour éviter de recevoir un avis d'écart à la fin de l'année. Donc, il n'y a pas de date limite comme telle, mais il est fortement recommandé de l'envoyer dans les meilleurs délais pour éviter, comme l'écrit l'agence, de recevoir un avis d'écart à la fin de l'année. Donc, la déclaration et les renseignements et les formulaires sont déjà à votre disposition. Donc, c'est recommandé de ne pas attendre avant de remplir les informations pour le formulaire PD27. Merci Jasmin pour ces précisions. Ensuite, donc, on va parler du travail à domicile. J'ai reçu quelques questions. Louis-Philippe qui souhaite savoir si le loyer fait partie des frais qui peuvent être inclus, comme également les frais de condo. Euh, pour des questions du genre, c'est difficile de répondre sans avoir de contexte. Possiblement que les frais d'habitation peuvent être inclus. Ça dépend de la forme fiscale de votre entreprise, de votre dossier personnel et tout ça. Il faudrait parler à un comptable, à votre comptable, là, pour être certain des dépenses que vous pouvez réclamer. Je ne peux pas donner une réponse uniforme à ce type de questions. Merci François-Xavier. On a reçu une question de Jean-Paul qui nous dit que donc pour les mois d'octobre, novembre et décembre, il a été aidé par le gouvernement provincial et il voudrait savoir s'il y a une aide supplémentaire de prévue pour janvier et février pour les restaurateurs. Donc, j'imagine ici que monsieur nous parle du programme ARAM, Oui, programme de prêt j'en pardon. déduis également la même chose, oui. On en déduit la même chose, je pense bien, en effet. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir de l'aide supplémentaire? Le gouvernement a annoncé que oui, qu'il était prêt à couvrir pour toutes les périodes où vous avez été fermé. Donc, ce sera la même forme d'aide. Est-ce qu'il va falloir prendre un nouveau prêt parce que vous avez déjà dépassé votre 80 %? Ça va falloir voir de votre côté. Je vous recommande de contacter la personne avec qui vous faites affaire au niveau du gouvernement pour ce qui est du programme ARAM.
Merci, FX. J'ai une question de Julie concernant donc le télétravail et notamment la présentation qu'on a faite, Jasmin. Elle me demande si donc le choix du formulaire, le TS 2200 ou le TS 2200S est en fonction de la demande des employés. Est-ce que c'est l'employé qui décide le formulaire qu'il va devoir fournir à son employeur? Comment ça se passe? Oui, donc vous devez choisir au fond la méthode de calcul et puis l'employeur dans les deux cas, là, que ce soit la version courte du formulaire 2200 ou la longue, l'employeur doit signer. La seule chose, c'est que comme il y a beaucoup de gens qui ont été en télétravail, évidemment, l'idée, c'est d'avoir un formulaire qui est moins lourd d'un point de vue administratif pour, pour les employeurs. Et donc, c'est un ou l'autre, évidemment. C'est soit le formulaire court ou le formulaire long. À ce sujet-là, on a sur notre site Internet, dans la rubrique des questions fréquemment posées, on a le détail de ces informations-là. Mais sachez que l'employé qui utilise cette nouvelle méthode-là, n'aura pas, comme je le disais, à calculer son espace de travail, puis de garder ses factures et tout ça, mais ne pourra pas déduire d'autres dépenses de travail, là, donc s'il se sert de la nouvelle méthode à taux fixe. Donc, pour cette année, c'est un ou l'autre. C'est soit la méthode courte pour avoir le 400 $ ou la méthode longue. Merci, merci Jasmin. Alors, il nous reste quelques petites minutes. Une question de Stéphane qui concerne le prêt de 40 000, se demande si le 10 000 $, donc qui reste pour aux entreprises, va être imposable sur le rapport de 2020. Alors, la réponse à ça, c'est que la partie non remboursable du prêt que vous avez contracté avec le QEC va être imposable dans l'année fiscale où vous avez contracté le prêt. Donc, si vous avez pris votre prêt en 2020, le prêt de 40 000, par exemple, en 2020, il va avoir 10 000 $ qui va être considéré comme du revenu imposable pour votre année 2020. Si vous l'avez pris en 2000 dans votre année fiscale 2021, par exemple, la bonification de 20 000, ce 10 000-là, non remboursable, va être imposable en 2021, par exemple. D'accord, merci FX. Écoutez, une toute dernière question donc, de Mireille sur le même thème. Concernant donc les dépenses non reportables pour le prêt de 40 000 $, est-ce que ça inclut le loyer et de toute autre dépense pour la subvention? Ça inclut le loyer, mais ça n'inclut pas toute autre dépense. Je ne suis pas certain de comprendre là, la signification de cette partie-là de la question, mais ça inclut le loyer. Si le loyer est prévu dans un bail qui était signé, à ce moment-là, oui, le loyer est une dépense admissible. Merci FX. Effectivement, je n'ai pas plus de précision sur toutes les dépenses visées là, dont Mireille parlait. Écoutez, j'ai reçu encore beaucoup de questions. Malheureusement, l'heure tourne. Est-ce que, Jasmin, tu souhaites faire les mots de la fin? Oui, oui, certainement. Merci beaucoup, Clémence, et merci à vous tous d'avoir été encore une fois en si grand nombre avec nous aujourd'hui. Je veux remercier Clémence pour son excellent travail. Comme François Vincent, votre vice-président pour le Québec, et François-Xavier Goudreau, conseiller aux entreprises. Je veux les féliciter tous les deux pour leur excellent travail aujourd'hui et pour leur excellent travail dans le contexte de la COVID-19. Merci encore une fois à vous tous d'avoir assisté en si grand nombre. Vous allez recevoir le webinaire par courriel. L'enregistrement, ça va être possible pour vous de poser vos questions quand vous allez recevoir
le courriel si jamais on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Je vous rappelle aussi de nous appeler au 888-234-2232. Posez vos questions à François Xavier et tous les autres conseillers aux affaires si certaines choses ne sont pas claires pour vous. On va vous accompagner dans vos recherches, dans vos demandes d'application. On va répondre à vos questions. Notre site web est également contient beaucoup d'informations, donc je vous invite à consulter la section spécifique à la COVID-19 où vous allez trouver beaucoup d'informations. C'est notre premier webinaire de l'année 2021. Je veux en profiter à mon nom personnel, au nom de mes collègues qui sont avec moi aujourd'hui, puis l'ensemble de l'équipe de la FCI. Je veux vous souhaiter une joyeuse année. 2020 a été une année difficile et éreintante qui a eu, on a tous connu beaucoup de difficultés, d'embûches et je souhaite à tout le monde là, une année 2021 sous le signe de la reprise, du succès, santé à tout le monde et donc j'espère vous retrouver en très grand nombre pour un prochain webinaire dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci à tous.